Et oui, du champagne made in Hauts-de-France. Il se boit dans l'Aisne et se visite. Monsieur Fallet, vous êtes avec nous depuis Château-Thierry, si je ne me trompe pas. Voilà, vous êtes, je rappelle votre titre, vous êtes vice-président du syndicat général de la Champagne pour l'Aisne. Alors dites-nous déjà, donnez-nous quelques chiffres. Beaucoup de gens ignorent que le champagne, c'est aussi dans les Hauts-de-France et dans le sud de l'Aisne. Donnez-nous quelques chiffres. Combien de vignerons on trouve dans notre région? Dites-nous. Alors nous avons pratiquement 800 vignerons sur le vignoble des Hauts-de-France. Et les Hauts-de-France représentent le millième de la surface des 32 000 km² des Hauts-de-France. C'est-à-dire que nous avons 3300 hectares sur la partie Champagne dans les Hauts-de-France. Nous produisons 30 millions de kilos et nous commercialisons environ 6 500 000 bouteilles sur notre partie. C'est des gros chiffres. On a tendance à dire que c'est 10% de la production de champagne qui est réalisée dans notre région. C'est un chiffre qui est vrai? Il est très exact puisque je vous ai parlé de 3300 hectares et la Champagne est composée de 33 000 hectares de vignes. Alors, beaucoup de vignerons, vous l'avez entendu, dont Clara Dechelle. Bonjour. Bonjour Clara. Vous représentez le domaine Philippe Dechelle qui est là aussi basé du côté de Château-Thierry. Alors vous êtes jeune, quel âge vous avez? J'ai 26 ans. 26 ans. Vous avez repris le flambeau de vos parents, c'est ça? Oui, voilà. Donc, je suis la 3e génération de vignerons. Je suis revenue sur exploitation il y a 3 ans maintenant. Donc moi j'ai fait des études dans les vins et spiritueux. Ensuite je suis partie à l'étranger pour étudier aussi la partie, on va dire, visite donc des vignobles, mais à l'étranger, pour voir comment ça se passait. Et je suis revenue pour élaborer le champagne et le vendre. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, comme on dit. Oui. Et c'était une évidence de reprendre le... Oui, ça a été toujours mon objectif, en fait, de reprendre en fait, le flambeau, l'exploitation viticole et aussi d'amener mes propres compétences à l'intérieur du domaine, puisqu'on a besoin aujourd'hui de développer l'aspect commercial, puisque l'élaboration du champagne est déjà acquise, vu que je suis la 3e génération. Et maintenant, il faut se faire connaître et aussi faire connaître le champagne des Hauts-de-France. On va y revenir justement sur ça, cette communication qu'il faut pousser. Les vendanges, comment se sont-elles passées? Elles ont été précoces, les vendanges, cette année? Oui, effectivement. Alors nous, on a commencé le 24 août, donc c'était des vendanges très précoces. Alors c'est vrai que pendant la période de confinement, on a eu beaucoup de soleil, donc ça a permis de faire en sorte d'avoir une vendange plus tôt, des raisins qui étaient mûrs beaucoup plus tôt aussi. Donc là, on a une très belle récolte, on est vraiment très satisfait de la qualité des raisins. On est satisfait aussi de la qualité des mous, donc des jus de raisin, qui ont été très bons. Donc ça constitue une très bonne base pour de futurs millésimes. Un beau rendement Un beau rendement, d'une belle qualité de raisin. C'est vraiment ce qu'il faut, bien trier le raisin et sélectionner que le meilleur. C'est ce qu'on fait tous les ans. Et c'est comme ça qu'on fait un très bon champagne. Éric Dugardin, les champagnes des Hauts-de-France, ils sont aussi bons que les champagnes du côté de Reims, on imagine? Oui, sans problème, puisque de toute façon, le champagne, c'est avant tout un grand vin d'assemblage. Et beaucoup de grandes maisons de négoce réputées viennent se servir dans l'Aisne. Il faut le souligner aussi. Ah bah oui, voilà. Soulignons-le en effet. Alors depuis quelques années, le champagne vit des moments un peu difficiles. Ça fait 10 ans que les ventes baissent. Le Covid n'a pas arrangé les choses, je pense. Comment ça se passe pour vous? Pour nous, c'est compliqué, hein, comme pour tous les vignerons, comme pour toutes les maisons. Heureusement, la Champagne a un système intéressant et aussi qui est un peu différent des autres régions viticoles françaises, puisqu'on a des quotas chaque année. Évidemment, on a une AOC qui est très réglementée, donc forcément, cette année, c'était 8 000 kg de raisin, pas plus, pas moins. Donc il a fallu se conformer à ce quota pour ne pas surproduire et faire en sorte d'avoir la meilleure récolte possible aussi, malgré ce faible rendement par rapport à d'habitude. Et surtout, de beaux raisins dans les vignes qui étaient présents. Des beaux raisins dans les vignes. Monsieur Fallet, vous nous le confirmez, la situation est compliquée et le Covid n'a pas arrangé. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les vignerons de votre syndicat? Je pense qu'il faut rester quand même tout à fait optimiste, puisque actuellement, les acteurs tels que les vignerons manipulants ou coopérateurs reprennent de la hauteur sur le marché. Ceux qui actuellement sont très touchés sont les opérateurs qui travaillent à l'export, puisque le Covid n'a rien arrangé sur la fluidité des exportations. Mais actuellement, nous sommes en reprise de marché sur la partie des opérateurs vignerons, exploitants ou retour de coopérateurs.
Oui, c'est vrai que... Donc je pense que la désirabilité du champagne est toujours là. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse y avoir le contact entre les opérateurs qui commercialisent et les consommateurs, bien sûr. Et les consommateurs. Je vous voyais hocher la tête de oui, il y a une désirabilité. Le champagne, ça fait toujours rêver, finalement. Évidemment, ça fait toujours rêver. Puis, il n'est de champagne que de la champagne. Donc, forcément, c'est un produit unique. En plus, dans les Hauts-de-France, on a la chance aussi d'avoir du champagne. Les Lillois ne sont pas forcément au courant. Nous, avec 10 vignerons du sud de l'Aisne, on a créé une association pour promouvoir justement le champagne du sud de l'Aisne. Et on va se retrouver à Lille en fin d'année, puisqu'on est soutenu par la région, par Xavier Bertrand, pour justement faire découvrir le champagne des Hauts-de-France aux personnes des Hauts-de-France qui ne sont pas toujours au courant qu'il y a du champagne. Alors vous allez faire quoi? Vous allez installer une petite boutique, quelque chose comme ça? Voilà, on parle d'une boutique éphémère, de pouvoir faire déguster nos champagnes à la coupe, de pouvoir acheter à la bouteille également, pour vraiment faire déguster et surtout faire de l'éducation sur le fait que les champagnes des Hauts-de-France sont bons et il faut venir les déguster. Le champagne made in Hauts-de-France, bah oui, il faut profitez-en, hein, il faut acheter le champagne des Hauts-de-France et soutenir cette filière. On le voit, Éric Dugardin, je sais que vous voyagez beaucoup à travers la France. On a une jeune femme de 26 ans. Est-ce que la profession, elle se féminise? Oh là là! Et pas que la viticulture, la sommellerie aussi. La sommellerie aussi. Effectivement, oui. Non, mais c'est nouveau ça quand même. Bah écoutez, je ne veux pas dire que c'est nouveau, mais en tout cas, on est parti de loin. Je vais plutôt parler sommellerie, que mademoiselle sera mieux placée que moi. Mais la sommellerie féminisée, c'est depuis les années 80, avec les concours de jeunes sommeliers. Et là, les demoiselles, les dames étaient bien présentes et n'ont fait que progresser. Donc effectivement, d'ailleurs la rentrée de la mention sommellerie de Lille, que j'ai quitté récemment, sera à 80% féminine. 80% féminine. Au lycée hôtelier de Lille. On arrive à faire son trou. C'est vrai qu'au départ, c'est plutôt... Comme un milieu d'hommes, comme on dit. Bah, bien sûr. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas la seule femme à reprendre le flambeau familial dans nombreuses régions viticoles. Ça se voit de plus en plus. C'est la transmission, ça, finalement, aussi. Oui, c'est la transmission. Et puis, de notre génération, enfin, ma génération, on est vraiment de plus en plus de femmes. On se fait une place sur l'élaboration du champagne aussi. C'est pas que l'aspect commercial. Avant, c'était plus l'aspect commercial, administratif. Aujourd'hui, c'est différent. Moi, au vendange, je suis en cuverie, je charge le pressoir. Il n'y a pas de souci. C'est un petit peu physique par rapport à certains aspects tout au long de l'année du travail de la vigne. Mais il n'y a pas de raison. On se fait très vite une place. Et puis, l'élaboration du champagne, si on est une femme, c'est aussi très intéressant d'apporter son point de vue par rapport aux différentes cuvées qu'on peut élaborer aussi. On n'a pas la même sensibilité, les femmes et les hommes, je pense. Exactement, oui. Vous amenez quelque chose de différent. Les foires au vin, par exemple, est-ce que vous les attendez? Est-ce que c'est des événements qui sont importants pour vous ou pas? Alors, c'est vrai que foire au vin, il y a vin dedans. Est-ce qu'on trouve aussi, j'imagine, du champagne, mais est-ce que c'est quelque chose de très attendu? Pas forcément très attendu pour le champagne en particulier, parce que le champagne, c'est souvent un produit d'appel. Donc, il y a souvent des grosses réductions qui se font dans les supermarchés dont nous n'avons pas le contrôle sur ces réductions-là. Donc, ça ne met pas forcément une bonne image et c'est plutôt une pratique qui se fait dans les grandes distributions, pas forcément chez les cavistes. Nous, nos distributions les plus situées chez les cavistes, dans les restaurants. Donc, c'est un petit peu différent. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire découvrir nos champagnes et de faire en sorte qu'il y ait la possibilité d'acheter nos champagnes durant la foire au vin, évidemment. Les foires au vin, alors justement, elles ont débuté, ou elles vont débuter. Éric Dugardin, vous êtes sommelier, je le rappelle. Alors, aidez-nous à y voir plus clair. Il y a beaucoup de choses. On voit énormément de choses. Il y a beaucoup de choix. Comment on fait pour s'y retrouver? Déjà, ça se prépare une foire au vin, non? Oui, ça se prépare. Alors, j'ai commencé, comme tout le monde, à recevoir quelques catalogues dans la boîte aux lettres. Donc, il y a des enseignes qui ont débuté depuis la semaine dernière, je crois. Mais le plus gros est à venir. Et donc, pour préparer ça, hormis le fait de consulter ces catalogues, c'est aussi de s'appuyer sur une presse spécialisée. Et bon, une des plus répandues, plus connues, c'est la Revue du Vin de France. Ils ont un guide annuel d'ailleurs que j'ai amené ici, mais on peut aussi tenir le discours pour les magazines tels que Le Point, spécial vin. Il y a Le Figaro, beaucoup de revues sont à notre disposition. Les journalistes qui travaillent là-dessus sont des gens très sérieux et depuis de nombreuses années, donc ils sont connus et c'est franchement un bon support pour
soit aller sélectionner les adresses, mais il n'est pas dit que ces vignerons soient présents dans telle ou telle enseigne. Donc il faut plutôt parcourir les catalogues, que ce soit en grande surface, que ce soit les cavistes et aussi les cavistes qui sont sur le web. Et à partir de là, essayer de rassembler ces données. Et en général, les revues spécialisées épluchent aussi tous les catalogues bien avant nous. Et donc, on a moyen soit de comparer des prix, mais c'est plus intéressant de comparer la notoriété des domaines qui nous intéressent. Si ce sont, par exemple, les grands châteaux bordelais, parce que c'est quand même le point de départ des foires au vin, depuis, je crois qu'il y a plus de 40 ans maintenant, et ces grands châteaux bordelais, il est facile de comparer, voilà, les critiques, les prix de vente, etc. quoi. Pour autant, alors oui, au départ, ça part avec le Bordeaux. Aujourd'hui, on a quand même un éventail de vins assez incroyable. Oui, complètement. Et ça, c'est valable pour le mois de septembre, mais déjà, il y a une quinzaine d'années, ils ont transmis ça, ils ont transféré ça aussi au printemps. Mais bon, en tout cas, là, c'est la foire, c'est les foires au vin du mois de septembre et c'est quand même 80% de Bordeaux, quoi. 80% de Bordeaux quand même. On peut préciser que les grandes surfaces distribuent à peu près 70% de ce qui se vend, donc se consomme aussi. Alors peut-être une petite astuce, Éric Dugardin, puisqu'on parle de champagne, même si c'est pas, on a compris, pas très intéressant en tout cas pour vous, mais ça permet quand même peut-être à certains consommateurs de découvrir le champagne, pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude. Il y a des petites lettres, je pense, qui ne sont pas inintéressantes. Il faut bien regarder les étiquettes. Je crois qu'il y a, par exemple, il y a NM ou RM. Et là, ça peut nous aider parce que je crois qu'il y a négociant manipulant, RM, c'est récoltant manipulant. Et ça peut. Quelle est la différence ? Je pense que récoltant manipulant, c'est quelqu'un peut-être qui prend plus de risques et donc on peut peut-être être plus sûr. Expliquez. Il y a peut-être encore une troisième abréviation, mais ça peut aider peut-être. Expliquez-nous. Oui, alors NM en Champagne, donc c'est négociant manipulant, donc il y a plus de chances que ce soit une grande maison, donc qui produit plus de bouteilles, plus de volume, et donc qui est vendu plus aussi en grande distribution, mais pas que. Et pour RM, donc c'est récoltant manipulant. Donc là, c'est quelqu'un qui va élaborer son champagne lui-même à partir de ses vignes et donc de ses propres raisins. Il y a aussi la notion de vigneron indépendant qu'on peut apporter. Donc là, c'est une fédération nationale qui vous garantit que c'est vraiment fait de A à Z chez le vigneron sur la propriété en Champagne. Donc ça, on trouve ça sur l'étiquette, hein, c'est bien ça ? Voilà, c'est tout petit, mais c'est pas inintéressant pour... Mais ça permet aussi de distinguer parfois les vignerons en fait, qui adhèrent à une cave coopérative. Et donc, dans ce cas-là, vous avez les lettres CM, cave manipulante. Et là, c'est une garantie d'une qualité de vinification avec une technologie haut de gamme, puisque forcément, ils sont très équipés. C'est parfois plus difficile pour un vigneron plus modeste en surface de gérer toute une production, surtout si elle est, elle n'est pas quantitative cette année, mais en tout cas, gérer une partie, mais aussi vendre une partie de ses raisins en fonction de ses capacités d'auto-vinification, quoi. Donc là, il y a ces petites distinctions d'initiales et la moins précise, c'était ça un petit peu le fond de la question, c'est les lettres MA, marque auxiliaire, qui désigne normalement des cuvées n'identifiant pas le producteur ou la maison de production. Il n'y a pas trop de transparence là pour le coup. Le bio est toujours tendance ? Ouh là là. C'est plus difficile pour la Champagne, mais ils s'y mettent... Et dans le vin, oui, c'est toujours tendance dans le vin. Alors oui, de toute façon, la progression ne cesse pas, quoi. Ça continue, avec parfois des petits inconvénients de maîtrise, de vinification. C'est l'histoire d'utiliser ou pas le soufre pour stabiliser le vin au moment du bouchage. Mais tout comme d'autres produits naturels qu'on utilise en viticulture, il y a ceux qui sont agréés par les organismes bio, et puis il y a ceux qui sont plus conventionnels. Je crois que de plus en plus, on entend parler de haute valeur environnementale, qui est un petit peu le compromis entre les deux, mais il n'y a pas de miracle. Il faut surveiller la vigne, il faut s'en occuper. Il ne faut pas que le mildiou ou l'oïdium viennent détruire une récolte comme ça un mois avant. Mais bon, ça, c'était les soucis de cet été, surtout l'oïdium d'ailleurs.